Il se peut qu'une tragédie soit en train de se produire en ce moment, et j'ai décidé d'enregistrer rapidement une petite vidéo pour en parler, un peu à l'improviste ici pour vous. Ce qui s'est passé, c'est qu'un sous-marin avec 5 personnes à bord a disparu au large des côtes du Canada. Et, comme nous avons fabriqué le sous-marin de Manual do Mundo, tout le monde me tague partout, en me demandant de commenter cette affaire. Ce qui se passe, c'est qu'il existe une entreprise appelée OceanGate, qui organise des excursions touristiques en emmenant des personnes jusqu'à l'épave du Titanic. Oui, c'est un tout petit sous-marin qui descend jusqu'à l'endroit où se trouvent les débris du Titanic. Et ce voyage coûte 250 000 $. Oui, c'est exactement ce que vous avez entendu, un voyage qui coûte plus d'1 million de réés pour descendre au fond de la mer et voir le Titanic naufrager. Le plus fou, c'est qu'en construisant le sous-marin, j'ai beaucoup cherché sur ces expéditions et trouvé cette entreprise. J'ai voulu savoir le prix pour descendre là-bas et j'ai mis du temps à réaliser en le découvrant. J'ai vu sur leur site 250 000 $, c'est bien ça. 250 000 $, c'est bien ça. Aujourd'hui, par une incroyable coïncidence, on filme à Paraty, l'endroit où on a mis notre sous-marin à l'eau. C'est juste pour vous donner une idée de ce dont on va parler. Le Titanic a coulé en 1912 près du Canada, à environ 600 km de la côte, plus ou moins dans un endroit extrêmement froid et profond. L'épave se trouve à environ 3800 mètres de profondeur. C'est un endroit tellement inaccessible, tellement difficile de retrouver des choses là-bas, que le Titanic n'a été retrouvé qu'en 1985. Et comment fonctionne ce petit sous-marin qui a disparu? Il transporte 5 personnes, un pilote, 3 touristes et un spécialiste du Titanic, servant de guide. Il pesait 10 tonnes et demie, mesurait 6,70 m de long, donc un peu plus grand qu'un pick-up ici. Il pouvait atteindre 4000 mètres de profondeur, soit un peu plus profond que le Titanic. Ça fait un peu peur, parce que s'il s'est déplacé et a fini par descendre, il peut descendre à un endroit qui est en dessous de 4000 mètres, et là, la structure de la coque pourrait ne pas résister. Il possédait 4 moteurs électriques pouvant atteindre une vitesse de 4 km/h. La descente jusqu'au fond, pour vous donner une idée de la profondeur, prend 2 heures. Ce petit sous-marin n'a plus donné signe depuis dimanche. Que veut-on dire en disant qu'il a disparu? Il ne communique plus avec la surface. Personne ne sait ce qu'il est devenu ni où il est. On sait qu'il est parti voir les débris avec les autres et qu'il n'est jamais revenu, sans aucune nouvelle de sa localisation. Et cette histoire fait encore plus de bruit, parce qu'il y avait un gars à l'intérieur, un milliardaire anglais qui avait déjà voyagé dans l'espace, déjà été au pôle sud, et il a payé plus d'1 million de réés pour faire cette excursion jusqu'au fond de la mer pour voir le Titanic. Quand j'ai enregistré à Paraty, je n'avais pas ces informations, mais l'une des personnes qui était à l'intérieur était le PDG de la propre entreprise, le PDG d'OceanGate. Beaucoup disent qu'un escroc a trompé des millionnaires, mais pas vraiment, car s'il était lui-même dans le submersible, c'est qu'il croyait que ça marchait. Une autre personne qui était à l'intérieur était un explorateur français du Titanic, qui était l'un des gars les plus expérimentés sur le Titanic de l'histoire. Il est très probable que ces personnes soient en vie, car ce sous-marin disposait d'une réserve d'air pour environ 4 jours. Cela veut dire qu'il reste encore pas mal de temps pour les recherches afin de pouvoir retrouver et secourir les personnes. Le problème, c'est que plusieurs histoires commencent à apparaître maintenant, montrant que ce sous-marin était en quelque sorte improvisé, que son système était un peu étrange. Le contrôle s'effectuait avec une manette ressemblant à celle d'une console de jeux vidéo. Une fois les gens entrés, l'écoutille était fermée et vissée de l'extérieur. Ainsi, même s'il remonte à la surface, il faudra quelqu'un pour faire sortir les gens de l'intérieur. Plusieurs sources indiquent que le sous-marin était sans GPS, et puis beaucoup de gens commentent « Ah, c'est comme le gars du ballon, je ne sais pas quoi, où a-t-on déjà vu partir sans GPS ?» Le fait est que le GPS ne fonctionne pas sous l'eau. En fait, plusieurs sous-marins, navires et avions utilisent un système qui ne dépend pas du GPS, appelé système inertiel. Comment ça fonctionne? Vous marquez la position d'où vous partez, et ce système peut calculer où vous vous déplacez. Donc, si vous vous déplacez vers le nord-ouest, par exemple, il sait que vous avez parcouru 100 km au nord-ouest du point de départ. Et à partir de là, vous pouvez calculer votre position. Mais je pense qu'il est très improbable qu'un sous-marin de cette taille dispose de ce système. Donc, quand un sous-marin est à la surface, d'accord, il est logique qu'il ait un GPS. Mais à partir du moment où il plonge, ça ne sert plus à rien. Il doit fonctionner par sonar, qui est une sorte de radar qui fonctionne dans l'eau. Donc, avoir un GPS ou non ne va pas lui permettre de se localiser tout seul. Il ne s'est pas perdu à cause de l'absence de GPS. Maintenant, s'il avait un sonar ou non, je ne sais pas. Je parle toujours de sous-marin alors que c'est en fait un submersible. Quelle est la différence? Un sous-marin doit être capable de quitter un port et d'y revenir tout seul.
Il n'a pas besoin de dépendre du navire de soutien qui l'emmène à l'endroit. Donc ce petit sous-marin, non. Il doit être transporté par navire jusqu'au lieu de descente, puis il y retourne après être descendu. Nous avons utilisé un bateau de soutien pour rejoindre l'endroit, mais notre sous-marin pourrait quitter le port sans problème. Le problème, c'est que cela prendrait beaucoup de temps. Donc, ce submersible a disparu 1h45 après avoir quitté le navire. Il a quitté le navire depuis longtemps. Et le moyen de communication qu'ils utilisaient là-bas était une sorte de message texte que le submersible échangeait avec le navire qui était au-dessus. J'ai trouvé ce truc étrange. Des équipes de secours sont déjà mobilisées. Des gens cherchent ce sous-marin, mais il est vraiment difficile à trouver. Si le Titanic a mis autant de temps à être retrouvé, imaginez une petite capsule qui est bien plus petite que le Titanic. L'endroit est glacé. Il est profond, d'autant plus que les débris du Titanic sont éparpillés au fond de l'océan et que ce sous-marin s'y rendait. Il n'était pas exactement au-dessus des débris du Titanic. S'il avait été là, on l'aurait trouvé plus facilement. Il y a une question qui est très compliquée, c'est que les sous-marins militaires existent justement parce qu'ils sont très difficiles à trouver. Donc, le grand avantage du sous-marin pendant une guerre, c'est que personne ne trouve le sous-marin. Avec cette petite taille, c'est encore plus difficile à trouver. Donc, rien qu'avec cela, vous pouvez déjà mesurer la difficulté de ce type de recherche. Autre souci, nul ne sait si le sous-marin est sous l'eau ou en surface. Donc, on ne sait pas exactement où chercher. S'il était à la surface, j'imagine qu'un petit sous-marin de ce type devrait avoir un certain type de communication radio, un système de localisation pour montrer où il se trouve. C'est aussi quelque chose de très étrange. Personne n'en a parlé jusqu'à présent, il n'en a probablement pas. Comment se passe la recherche jusqu'à présent? Il y a des avions là-haut qui essaient de voir s'il y a quelque chose en bas. C'est très difficile à voir parce que ce type d'embarcation ne va pas rester à la surface. Il n'y aura pas une grande partie hors de l'eau, la majeure partie restera sous l'eau. Il ne va rester qu'une toute petite partie au-dessus. Très difficile à voir. Quelques sonars sont aussi présents en bas. Les sonars arrivent à capter le son qui leur parvient. Donc, s'ils continuent à frapper sur la coque, par exemple, et c'est probablement une technique qu'ils sont en train d'utiliser, continuer à frapper sur la coque pour être entendus. Ces sonars détectent des sons à de très grandes profondeurs. Et il ne s'agit pas nécessairement de sonars qui se trouvent à l'intérieur des navires. Ils lâchent certains sonars qui flottent à la surface. Une autre chose qu'ils font, c'est utiliser des drones sous-marins pour chercher, mais la visibilité est très faible car il n'y a pas de lumière. Donc, il faut de la lumière artificielle pour éclairer. La lumière artificielle ne va pas très loin. Ils ne sont qu'à 600 km des côtes canadiennes, ça semble peu. J'imagine un avion devant aller là-bas. Il doit parcourir 1200 km, juste pour faire l'aller-retour, en supposant qu'il parte d'un aéroport situé exactement au point le plus proche de la côte. Ça n'arrivera jamais. Il partira d'un aéroport plus grand et plus éloigné. Donc, rien que le carburant que l'avion consomme pour faire l'aller-retour, c'est déjà énorme. Si on pense aux navires qui vont effectuer cette recherche, les navires mettent des heures et des heures pour atteindre cet endroit. Ils vont aussi mettre du temps à tourner là-bas. C'est très difficile. Mais peu de gens parlent d'un problème. Même si on trouve le sous-marin au fond, que les personnes à l'intérieur vont bien, il n'est pas facile de le sortir de là-bas. 3 km 800 mètres, c'est très profond, très peu de véhicules peuvent atteindre cette profondeur. Même les sous-marins militaires n'atteignent pas cette profondeur, même pas en rêve. À titre d'exemple, les sous-marins brésiliens de classe Riachuelo atteignent au maximum 300 mètres de profondeur. Le record mondial de profondeur pour un sous-marin militaire russe est de 1027 mètres. Ça n'atteint même pas un tiers du chemin. Et même si tu as des véhicules pour aller là-bas, que feras-tu avec? Je ne sais pas comment ils vont résoudre ce défi. Tu attaches quelque chose dessous et tires, ces sous-marins sont vraiment puissants. Tu mets un sac gonflable, tu attaches un câble et tu tires avec le navire. Enfin, la distance entre la surface et le fond est vraiment grande. Je ne sais pas comment ce petit sous-marin sera récupéré. Mais évidemment, les gens sur Internet ne pardonnent rien, et il y a plein de monde qui fait des liens avec le sous-marin de Manuel do Mundo. Ah, voilà un sous-marin dont la sortie vaut 1 million de rayés et qui coule. Imagine ce qui aurait pu arriver au sous-marin de Manuel do Mundo, construit dans le garage de Manuel do Mundo. Notre situation est absolument différente de celle de ce petit sous-marin. Et je vais vous dire 10 éléments de sécurité que notre sous-marin possédait, ce qui le rendait extrêmement sûr. Premièrement, nous sommes descendus seulement à 7 mètres de profondeur. Le fond se trouvait à 7 mètres de profondeur. Il n'y avait aucun moyen de dépasser le plancher océanique. Le sous-marin ne pouvait ni se transformer en tatou, ni descendre plus bas. À cette profondeur, la lumière arrive bien, tout le monde peut descendre, c'est sans danger. On pourrait descendre en se bouchant le nez et en forçant. Le deuxième élément de sécurité essentiel de notre sous-marin était sa pressurisation. Au fur et à mesure qu'il descendait, la pression dans la cabine augmentait jusqu'à égaler celle extérieure.
Cela veut dire que la coque n'avait pas besoin d'être super résistante et lourde. La pression étant égale, presque aucune force ne s'exerçait sur la coque. La troisième chose, c'est qu'on pouvait sortir facilement de notre sous-marin. Vous l'avez vu lors du test qu'on a fait dans la piscine et tout le reste. Je pouvais remplir le sous-marin d'eau, égaliser la pression, ouvrir la trappe et simplement en sortir. Il y avait cette possibilité d'évacuer. Dans ce sous-marin, ils ne peuvent même pas ouvrir la trappe de l'intérieur, surtout à 3800 mètres de profondeur où la pression est énorme. Personne ne peut survivre à une telle pression. En plus, il serait absolument impossible d'ouvrir quoi que ce soit sous une telle pression, même dans tes rêves. Pour vous donner une idée, 3800, c'est environ 380 fois la pression atmosphérique. En plus de tout ça, nous étions accompagnés de plongeurs. Il y avait toujours quelqu'un près du sous-marin qui observait mes actions. Je ne pouvais pas me perdre. La mer claire et peu profonde laissait le sous-marin visible depuis la surface. Si tu étais sur le bateau, tu voyais le sous-marin en dessous. On avait aussi des sacs gonflables qu'on pouvait déployer à l'avant et à l'arrière et remplir d'air pour faire remonter le sous-marin. Cela pourrait aussi sauver le sous-marin perdu près du Titanic. Notre écoutille s'ouvre de l'intérieur comme de l'extérieur. Je pourrais sortir et un plongeur pourrait ouvrir les écoutilles sans problème si j'avais besoin d'aide. Une autre chose très importante sur laquelle beaucoup de gens ont donné de mauvais conseils, c'est qu'on aurait dû utiliser un Arduino, qu'on aurait dû utiliser un système électronique de contrôle de la flottabilité. On n'a rien fait de tout ça, il n'y avait rien d'électronique dans le sous-marin. Pour ne pas vous mentir, il y avait une petite lumière LED que je contrôlais à l'intérieur. Donc, il n'y avait rien qui dépendait de batterie, de puce, rien du tout, tout était mécanique, tout était basé sur des vannes qu'on ouvrait et fermait. As-tu déjà vu un robinet quart de tour cassé? Ça ne casse pas, le robinet fonctionne là, tu le vois fonctionner. Il n'y a rien qui puisse brûler, rien qui puisse prendre l'eau et s'abîmer. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait même créé un système électromagnétique pour actionner les moteurs avec des électroaimants, et lors du test dans la piscine, ce fut le seul mécanisme du sous-marin à ne pas fonctionner. La seule panne qu'il y a eu sur tout le sous-marin, dans la piscine et en mer, c'était ce mécanisme-là. En fait, en mer non, parce qu'on a changé le mécanisme pour aller en mer, on a mis quelque chose de mécanique, actionné par des câbles qui avaient quelques fuites, mais qui a parfaitement fonctionné. Notre lest en plomb était amovible. Donc, s'il fallait alléger le sous-marin pour qu'il remonte, il suffisait que les plongeurs retirent ces petites barres de plomb et le sous-marin remontait. En plus de l'oxygène que j'avais déjà naturellement à l'intérieur du sous-marin, j'avais encore un petit tube d'oxygène en cas d'urgence, si je devais abandonner le sous-marin pour pouvoir respirer. J'ai déjà parlé de 10 éléments de sécurité, mais je vais en ajouter un en bonus. À l'extérieur, on avait encore 2 pièces de biche qui, en cas de problème, pouvaient être utilisées par les plongeurs pour forcer l'ouverture de l'écoutille. Bref, tout ça pour dire que dans notre sous-marin, on a beaucoup réfléchi à la sécurité. Nous avions de nombreux éléments de sécurité que ce petit sous-marin n'a visiblement pas, car sa situation est très différente de la nôtre. Ce n'est pas vraiment qu'ils n'ont pas fait attention. En réalité, on ignore encore comment il fonctionne, s'il avait ses problèmes de sécurité ou était contrôlé par une manette de jeu vidéo. J'espère qu'on retrouve vite ce sous-marin avec les personnes vivantes à l'intérieur et qu'il soit secouru, pour qu'on puisse raconter cette histoire avec une fin heureuse. Si tu es tombé sur cette histoire par hasard et que tu n'as jamais entendu parler de notre sous-marin, je vais te recommander cette vidéo ici, qui est vraiment géniale, c'est l'une des choses les plus sympas qu'on ait jamais faites.